Comment concilier l'urgence à prendre en compte l'environnement avec la création d'emplois et de richesses ? Quels sont les métiers d'aujourd'hui et de demain capables de répondre à la fois aux attentes citoyennes et écologiques ? Comment ces nouvelles activités peuvent émerger dans le monde économique contemporain ? Pour mieux comprendre ces enjeux et apporter un début de réponse, nous nous sommes intéressés au concept de croissance verte et à certains de ses acteurs à Lyon et dans sa région. Nous avons profité d'un salon des métiers qui se tient à Lyon pour rencontrer des personnes attirées par les métiers du développement durable et comprendre ce qu'ils recherchent. À la base, c'était plutôt un engagement militant, la protection de l'environnement. Et du coup, j'ai vu qu'avec les compétences que j'avais acquises à Sciences Po, je pouvais défendre ces causes-là sur le terrain des politiques publiques, ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai cherché quelque chose qui me manque un peu plus loin parce que j'ai pas de compétences techniques en fait sur toutes ces questions-là de rénovation thermique, de rénovation énergétique. Parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus concret aussi. Dans le travail que l'on fait, il faut qu'on ait un intérêt en fait. Faut qu'il y ait un but et qu'il y ait un accomplissement personnel. Une recherche de soi en fait. On ne peut pas faire un travail avec lequel on n'est pas en accord et où on n'est pas en accord avec le fond. J'ai 34 ans, j'ai fait on va dire une dizaine d'années dans le secteur du commerce, de la vente plus particulièrement, dans le tourisme et dans l'informatique, donc vraiment deux milieux qui n'ont rien à voir. Et là, aujourd'hui j'aurais envie de me reconvertir, j'ai plus cette volonté de vouloir faire de la vente à proprement dit, j'ai plus envie de m'orienter vers un métier de conseil. Et voilà, je me tourne vers les métiers de la croissance verte, tout simplement parce que j'ai envie de me lever le matin et me dire que demain, j'ai envie de servir ma planète, tout simplement. Alban Verschère, maître de conférences à l'Université de Saint-Étienne, est un spécialiste de la croissance et du développement durable. Son travail interroge le rapport de l'homme à la nature et comment la pollution peut être régulée. Qu'est-ce que c'est que la croissance verte ? C'est une croissance qui est essentiellement qualitative ou qui se veut qualitative, c'est-à-dire une croissance qui vise à offrir des produits qui sont moins impactants pour la planète, tout au long du processus d'ailleurs, parce qu'on pense souvent usage, on pense consommation. Prenez par exemple une voiture, le premier réflexe de tout le monde, c'est de regarder en clair ce qu'elle consomme, pas seulement pour le portefeuille, éventuellement parce qu'on s'inscrit dans une démarche plus respectueuse de l'environnement, c'est de regarder quelles émissions elle émet, mais on en oublie bien sûr qu'en réalité une voiture c'est tout son cycle, c'est depuis sa production, les ressources qu'il a fallu mobiliser pour la produire, et comme parfois la chaîne de valeur, la supply chain, comme disaient les anglo-saxons, la chaîne de l'offre est éclatée entre différents pays, eh bien c'est tout l'impact que produit la production d'un véhicule, jusqu'à sa destruction d'ailleurs et son éventuel recyclage. C'est-à-dire qu'on peut se dire après tout, le génie humain peut très bien s'orienter vers une meilleure façon de faire, une meilleure façon de produire, une meilleure façon de consommer, tout en consommant la même chose, voire idéalement en consommant moins. Après tout, c'est pas incompatible. C'est aussi une question de fond en soi aussi qu'on a, parce qu'on se rend compte que tout marche aux voitures, tout marche au pétrole, enfin on fait vraiment pas attention à tout ça, et donc c'est quelque chose qui m'interpelle, on va dire. Mais pour l'instant je suis un peu paumé, ouais. J'attends de voir ce qui va se présenter.
Je me retrouve un peu comme au stade quand on était adolescent, c'est-à-dire qu'on nous demande de savoir ce qu'on veut faire, enfin on nous demande, avant on nous demandait, moi je me demande ce que je veux faire réellement demain et j'ai pas le recul, j'ai pas l'expertise pour savoir vraiment ce dont, si demain tel ou tel métier va me plaire. Souvent on se fait des fausses idées, hein, on se dit je vais faire ça et au final on fait des formations très très longues et une fois qu'on a fini la formation on rentre dans le cœur du métier et une fois qu'on est dans le cœur du métier, ben, malheureusement ça ressemble pas vraiment à ce à quoi on s'imaginait au quotidien, quoi. Maintenant, je suis plutôt dans une phase où il faut que je trouve la formation qui va me plaire et vraiment le métier qui va me plaire. Et là, il faut que je fasse des rencontres professionnelles. Donc, il va falloir que je me crée un réseau, surtout que ça fait que 2 mois que je suis à Lyon et que je ne connais pas grand monde. Il y a donc bien de nouveaux emplois adaptés aux enjeux de nos sociétés, mais les travailleurs ne semblent pas toujours suffisamment informés ni qualifiés pour saisir ces nouvelles opportunités. Françoise Roland, chef de projet emploi climat-énergie au sein de la Maison de l'Emploi de Lyon, œuvre à réduire ce déséquilibre. Le travail, il sera où? De quelles ressources humaines on aura besoin? Et avec quelles compétences? Donc ça, c'est vraiment à partir de ça qu'on définit les cibles. Et puis, il y a effectivement, de l'autre côté, il y a ce que les personnes qui viennent se renseigner auprès de nous sur les métiers, les emplois, les compétences de la croissance verte, apportent aussi, eux, comme souhait. La quête de sens est très importante. Et donc, on a créé des supports. Le premier, avec l'ADEME, un support, c'est un répertoire de 20 métiers de la croissance verte et qui permet de donner, voilà, sur des métiers qu'on a choisis pas arbitrairement, mais bien sûr en fonction des besoins qu'on a bien identifiés, sur les 4 filières de la croissance verte, le bâtiment, les énergies, l'écomobilité, l'économie circulaire, gestion des déchets et puis l'environnement et les milieux naturels. Olivier Piot est couvreur-zingueur installé en Isère. Son métier évolue constamment pour répondre à la fois aux nouvelles normes environnementales et à la demande de sa clientèle. On fait beaucoup de rénovations et donc on va traiter toute la partie enveloppe d'une maison, d'une bâtisse. Donc aussi bien la partie toiture que la partie mur, c'est-à-dire qu'on peut être amené aussi à isoler la partie mur. La partie étanchéité à l'air, l'isolation, et puis après le matériau, on va dire, traditionnel, la partie couverture, zinguerie, qui vient après finir, on va dire, le toit et l'édifice. On est passé de bâtiments qui étaient très énergivores à des bâtiments basse consommation, donc qui consommaient peu, à des bâtiments passifs, et donc là qui n'ont pas besoin, on va dire, d'énergie et où on va passer à des bâtiments à énergie positive. La réglementation 2020, on va être là-dessus, quoi. Donc du coup, le bâtiment va pas, en plus de ne pas consommer, il va produire de l'énergie. En quelques années, il a fallu se remettre en question et évoluer au niveau des techniques par rapport à ça. On privilégie un maximum tout ce qui est circuit court. Moi, 90% du bois, on est sur un bois issu des forêts locales, donc on est sur du bois de chartreuse. Sur la partie ouate de cellulose, donc il y a eu différentes unités de fabrication. Là, actuellement, c'est fabriqué en Suisse, donc c'est quand même pas très loin par rapport à là où on est situé. Les métiers s'ajustent-ils mécaniquement aux besoins de l'homme et de son environnement? Ou faut-il qu'une volonté politique vienne aiguiller son orientation? Quand on voit qu'à peu près personne est convaincu par le fait qu'on arrivera à la fin du siècle à respecter le fait que le climat, que la température mondiale n'augmente pas de plus de 2 degrés à l'échelle de la planète, voilà, il faut se dire que sans doute le marché laissé à lui-même ne va pas assez vite, voilà, et que à nouveau la puissance publique peut orienter certains choix, peut accélérer, peut même donner une prime entre guillemets à ceux qui trouvent les solutions les plus innovantes et les moins impactantes le plus vite à travers des subventions, qu'importe les mécanismes. Mais c'est évident que la puissance publique doit intervenir, doit agir, doit orienter. Le groupe d'économie solidaire Ulysse a pour objectif de favoriser l'accès à l'emploi de personnes engagées dans un parcours d'insertion. Grâce à un programme cofinancé par les collectivités locales, le groupe a permis l'émergence du nouveau métier qu'exerce Eric, conseiller en éco-gestes. Mon métier consiste à aller chez ces personnes qui sont prescrites par un centre social ou une régie, et puis de faire un diagnostic
de précarité énergétique. C'est-à-dire qu'on a des logements qui sont mal isolés, il y a des fenêtres qui peuvent laisser passer l'air, il peut y avoir des moisissures. Donc on repère un petit peu tous ces points et puis on discute beaucoup avec les personnes aussi. Il y a une vraie relation humaine qui se crée très rapidement, au bout de quelques minutes. Les gens prennent confiance. Je recueille tout un tas d'éléments qui vont permettre de réaliser un rapport de visite. Lors d'un deuxième rendez-vous, sont mis à disposition des familles, que ce soit des ampoules à basse consommation d'énergie ou des mousseurs. Ça peut être aussi des joints que l'on installe autour des portes ou des fenêtres. Un an après la première visite d'un éco-conseiller, on mesure en moyenne une économie d'énergie allant de 15 à 20%. Pour l'instant, le métier d'Éric à vocation sociale ne s'adresse qu'aux foyers les moins argentés. Mais, avec la hausse du coût de l'énergie, on peut facilement imaginer que cette activité de conseil puisse devenir une activité marchande lucrative. À Lyon, la friche artistique Lamartine n'abrite pas que des ateliers d'artistes. Elle a aussi permis au Friche Market, un éco-comptoir de matières premières, de maintenir son activité malgré une faible rentabilité économique. En encourageant la réutilisation par tout un chacun de matières destinées à être jetées, Léa travaille ainsi, à son échelle, à réduire la pollution industrielle et le gaspillage. Suivant comment on nous a éduqués et suivant dans les lieux qu'on a pu découvrir, la culture qu'on a pu nous offrir ou la diversité qu'on a pu nous donner, des fois on rentre dans ces milieux-là plus alternatifs et on se rend compte en fait d'énormément de choses dont on n'avait pas forcément conscience. Au Friche Market, on se rend compte que les entreprises génèrent un volume de déchets qui est très important. Et en plus, ces déchets-là deviennent de plus en plus techniques. Donc, ils arrivent, pour répondre à des besoins particuliers, à mélanger, imbriquer des millions de matières différentes pour créer une matière, sauf qu'après, une fois cette matière-là, ils ne peuvent plus la dissocier. Terminé. Donc, elle est enfouie ou brûlée. C'est assez caricatural, mais c'est vraiment pour imager. Et en fait, ces déchets-là sont encore neufs, sont pas des déchets. Nous, généralement, on les appelle d'ailleurs même pas déchets, on les appelle matières. Ils peuvent offrir encore un monde des possibles qui est très très vaste. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Il y a un travail à faire encore là-dessus. Vous prenez par exemple une entreprise qui génère pas mal de déchets. Si elle n'a pas eu la culture du tri ou en tout cas de la minimisation des déchets, il y a beaucoup de choses, y compris parce que ça va plus vite, parce que tout simplement, il faut être clair, on économise de l'argent à pas trop trier, parce que tout ça, ça a quand même un coût. Il est évident qu'il y a pas mal d'entreprises. J'ai envie de dire, on ne se prend pas la tête, je mets des guillemets, mais on jette, et puis voilà, c'est comme ça, et finalement, c'est la solution la moins coûteuse. Petit à petit, on travaille par exemple avec un pôle de compétitivité sur le textile technique où du coup, on fait rencontrer des entreprises, des acteurs de terrain du réemploi, le tout un petit peu pas chapeauté, parce qu'on travaille vraiment ensemble avec le pôle de compétitivité pour justement trouver un système économiquement viable qui permettrait de valoriser la matière des entreprises. Et c'est là où du coup, on se rencontre, on discute et on pose un petit peu tout ça pour voir si, normalement, dans 2 ans, si tout va bien, on va essayer de sortir tous ensemble un système économique, viable, durable, intelligent pour valoriser les déchets. Moi, je suis persuadée qu'on est vraiment au début de quelque chose de nouveau. On le voit parce qu'on on accompagne des entreprises qui n'existaient pas il y a 10 ans. Des entreprises de l'économie verte et qui se sont créées parce que leurs fondateurs, à un moment, ont eu une idée d'un service écologique, d'un service à la collectivité. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, parce qu'au contraire, aujourd'hui, en France, on a une loi de transition énergétique pour la croissance verte. L'accord de Paris de la COP21 nous amène aussi dans une dynamique mondiale. Donc aujourd'hui, ça correspond vraiment à une réalité.
Il y a 10 ans en arrière, ce n'était pas aussi clair. Aujourd'hui, oui. Et ce n'est, à mon avis, que le début de beaucoup de transformations. On change de mode de vie et donc forcément, il y a de l'activité professionnelle qui accompagne ces changements de mode de vie. Les métiers qui tiennent compte des impératifs sociaux et écologiques sont incontestablement l'avenir de notre activité économique. Pour autant, rien ne se fait tout seul. Citoyens, entreprises, États, chaque acteur a un rôle déterminant à jouer afin de faire évoluer les métiers d'hier, former à ceux d'aujourd'hui et imaginer ceux de demain.